remercie d'abord la chaire de la philosophie dans le monde actuel, le professeur Thomas de Koninck, pour l'organisation de ce colloque qui a été remarquablement préparé par l'équipe bénéfique et efficace de Jean-Philippe, Caroline et ses camarades très sympathiques. C'est toujours difficile de dire quelques mots après ces très riches communications qui ont été présentées ces jours précédents. Enfin, je le risque tout de même en présentant quelques éléments de réflexion sur l'obligation de protéger notre monde en conjuguant la primauté de l'importance et la priorité de l'urgence. Les prémices du multilatéralisme ont conduit à élaborer, au milieu du XVIIe siècle, avec les traités de Westphalie après la guerre de 30 ans, un ordre international fondé sur la souveraineté et la non-ingérence, dont les grands traits demeurent aujourd'hui. C'est pour ça que je m'y réfère. Puis chacune des deux guerres mondiales du XXe siècle conduisit à l'extension de la diplomatie multilatérale qui rassembla une société des nations, puis l'Organisation des Nations Unies, dont la charte atteste leur résolution pour le maintien de la justice, le respect des obligations nées des traités, c'est d'actualité, afin de préserver l'humanité du fléau de la guerre et œuvrer à l'intérêt commun selon ces termes. On l'a rappelé, M. de Koninck l'a rappelé en introduction, au tournant du XXIe siècle, durant la violation des principes sur lesquels est fondée notre condition d'êtres humains, le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, demanda dans son rapport du millénaire comment devons-nous réagir face à des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme qui portent atteinte à tous les préceptes de notre humanité. Et la réponse formulée dans un rapport, la responsabilité de protéger, qui fut élaboré à l'initiative du Canada, il faut le rappeler, en décembre 2001, proposa que les États souverains qui ne veulent ou ne sont pas capables d'eux, qui ne veulent ou ne peuvent pas protéger leur population, eh bien, laissent cette responsabilité assurée par l'ensemble de la communauté des États, grâce à des mesures de prévention, de réaction, de reconstruction. L'ONU a adopté en 2005 ce principe de la responsabilité de protéger comme une norme, fondement de l'action collective devant des situations de crise et de luttes intestines fissurant les nations. Ce principe nous est ainsi apparu maintenant doublement pertinent dans le domaine de l'écologie pour lequel il n'était pas prévu, n'était pas conçu, car c'est l'unité de l'être, humanité et nature, qui a besoin de la protection, voire de la réparation des dommages que lui inflige l'humanité. Or, la diplomatie multilatérale a atteint récemment un nouveau palier devant la situation critique de la maison commune, Oikos, fragilisée par les perturbations climatiques qui concernent la survie de l'humanité, la paix et la sécurité internationale, devant la menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète, en reconnaissant la plus élémentaire et la plus universelle condition de la vie, l'air et le climat. Les représentants des nations ont décidé, à la suite de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 et de diverses négociations, renforcées par l'adoption plus récente des 17 objectifs de développement durable, de faire adopter l'accord de Paris par la COP21 le 12 décembre 2015. Cet accord a rassemblé la planète. Il a rassemblé 195 États du monde, il lie tous les pays et toutes les générations de notre temps. Il inscrit dans l'histoire une prise de conscience universelle et les promesses de prendre des mesures pour remédier à cette situation et éviter sa dégradation. Le statut de la nature, de simple milieu partagé, devient ainsi l'enjeu de l'intérêt universel, de pays superpuissants à ceux qui survivent sous perfusion, de ceux qui réchauffent et polluent le plus l'atmosphère – à ceux qui en subissent les conséquences auxquelles ils ne sont pas en mesure de remédier.
la détérioration, souvent irréversible, de nos rapports à la nature dessine un enjeu planétaire sans précédent. Il s'agit de renforcer le premier droit de l'homme, le droit à la vie, désigné par la Déclaration universelle, article 3, pour lequel les actions immédiates ne se séparent pas d'une vision à terme. Alors, cette vision globale du monde est ici éclairée pour la première fois, et on pourrait dire que la nécessité change de sens. L'humanité ne se borne plus à subir ce qui ne dépend pas d'elle, suivant la distinction des stoïciens, et à s'y adapter, mais elle s'interroge dorénavant sur ce qui lui paraissait auparavant aller de soi, et sur sa responsabilité de maintenir et de protéger ce qui lui permet de vivre. Ainsi, l'appel au multilatéral, ceci me semble essentiel, n'a jamais été aussi pertinent, car les difficultés mondiales, et d'abord celles-ci, ne peuvent être résolues de façon unilatérale, rarement bilatérale, leurs conditions étant liées dans l'espace et dans la durée. Seule la reconnaissance universelle et la convergence des volontés, expression de Tolstoï, permettent d'agir de concert pour le bien commun. Alors vivons-nous aujourd'hui une phase de décadence culturelle, relativisant la vérité, en proie aux sceptiques, aux négateurs, pour être aimable, dont la dégradation naturelle serait un symptôme. Traversons-nous une crise de la croissance, ou une crise de croissance, oubliant de s'élargir à un développement humain intégral, selon Amartya Sen, ou bien notre conscience inquiète distingue-t-elle l'aube d'une ère nouvelle, après tout, suivant un sens de l'avenir où Kant reconnaissait le signe du progrès, en s'interrogeant sur ses responsabilités devant l'environnement global dont chacun est à la fois membre et acteur. Il ne s'agit pas de retrouver un paradis perdu mythologique, mais suffirait-il d'opérer un transfert technologique pour découvrir d'autres promesses dans les forces de la nature, ou pour faire jaillir, comme sous le bâton de Moïse, des sources et des ressources nouvelles? Ou bien faut-il effectuer un changement qualitatif, véritable, en opérant une conversion écologique, ou un changement de paradigme, selon les termes de Victorio Huxley, du sens de nos relations? Cette attitude s'appuierait sur une conversion du regard, non plus prédateur, mais solidaire, qui suppose la reconnaissance de l'autre, sans laquelle rien n'aboutit. Rien n'aboutit en effet dans les relations, ni dans l'environnement. Nous sommes ainsi amenés à reconnaître l'altérité de la nature et celle de l'humain, ce sera ma première partie, conditions nécessaires pour agir suivant des normes dont l'impératif indérogeable, deuxième partie, s'impose pour la survie de l'humanité. Alors, première partie, reconnaître la réalité de l'autre, être humain et nature, en leur interaction. La réalité, c'est ce qui résiste, ce qui échappe à nos emprises, d'abord le cosmos, qui fascinait les présocratiques, le soleil et les étoiles qui brillent comme des luminaires, et la nature familière en ces êtres vivants qui nous abritent, nous nourrit, nous enchantent. D'Orphée à Lucrèce, à Robert Choquette, à Jean Désy, la nature qui se transforme en interaction avec les êtres humains. La réalité, c'est aussi l'être humain, qui provient de la nature et y retournera. Mais cet être amphibie, enraciné dans les forces profondes géopolitiques et historiques qui le qualifient, n'y appartient pas tout entier, car il est capable de se connaître et d'investir sa liberté, de générer la loi morale que Kant admirait avec le ciel étoilé, signe de sa dignité, et d'agir avec la nature. Toutefois, si la nature est autre que l'humain, elle n'est pas l'autre de l'humain, car le contradictoire de l'humain, ce n'est pas la nature, c'est l'inhumain. Le barbare qui détruit l'humanité, ses œuvres et la nature elle-même, tandis que l'autre humain, alter ego, semblable et étrange, il nous étonne dans sa concurrence attirante, dont nous nous demandons, par exemple avec Paleton Ringuet, 30 arpents, après Montesquieu, comment peut-on être autre? Comment peut-on être persan? Pourtant, la compréhension avec lui n'est pas inconcevable, puisque l'altérité qui la rend nécessaire exclut sa réduction au même
et l'étrangeté absolue qui rendraient impossible toutes deux l'échange. Et les interlocuteurs réalisent cette compréhension par le dialogue. Ainsi, la relation avec l'autre relève-t-elle de la reconnaissance du même dans l'autre et de l'accueil de l'autre dans le même. L'autre humain et la nature inséparable qu'atteignent aujourd'hui les changements climatiques et qui appellent protection. Reconnaître cette double altérité ne consiste ni à naturaliser l'humain, ni à humaniser la nature en gardant la nostalgie des sirènes croisées par Ulysse, ou en revenant au stade théologique selon Auguste Comte, mais appelle à nous souvenir de notre appartenance et de notre altérité, la familiarité de l'humain avec la nature, que l'homéostasie tient ensemble, qui relève d'un échange inégal et d'une réciprocité asymétrique, comme dans les relations internationales, non d'une servitude. L'être humain a l'aptitude de cultiver et garder la nature, comme dit la Genèse, de la sauvegarder. D'ailleurs, selon le récit biblique, le Créateur plaça l'homme et la femme pour accomplir la création. Il n'y a pas d'humain hors sol et sans enracinement dans l'histoire, ce que Blaise Pascal traduisait par le constat que l'homme n'est ni ange ni bête, dont la conséquence est parfois oubliée, et que ce roseau pensant donne un sens à l'union et à ses interactions avec la nature. Cette reconnaissance de l'altérité proche et lointaine nous incite à porter intérêt à chaque culture dans l'espace et dans l'histoire, et à la nature à faire fructifier, comme à l'humain à élever. Elle provoque l'émerveillement inspirateur de l'art et générateur de la science. Surtout, elle suscite la sympathie, sympathie, devant l'unicité de chaque être au monde en son existence irremplaçable, dont la manifestation irrépétable disparaîtra avec lui. Fondement de la dignité, si remarquablement réévalué par Thomas de Coninck, de ce qui est sous notre regard et que perçoivent nos sens. Reconnaître l'autre, c'est découvrir la richesse du monde en sa variété, son imprévisibilité indéfinie et sa précarité. La reconnaissance de l'altérité dans l'expérience de cette union forme notre prise de conscience de l'intérêt commun. Alors l'humanité préférant jusqu'à présent la vie à la mort, les passagers momentanés de sa planète qui revendiquent la maîtrise de leur destinée ne peuvent sans contradiction demeurer indifférents, suivant un regard fataliste et l'argument paresseux à l'autodestruction de la planète, confondre l'ontogénique et le mortifère, la régularité des saisons et les dévastations, devant la situation des populations des zones extrêmes, au sein d'interactions climatiques dont les enjeux considérables ont été rappelés ici, entraînant l'érosion des savoirs et de savoir-faire, qui menacent de priver l'humanité de pans entiers de sa richesse. Pourtant, depuis des millénaires, les sagesses des peuples autochtones de tous les continents, en leur savoir-vivre avec la terre-mère, la terre nourricière, comme reconnaît le préambule de l'accord de Paris, espace vénéré, don de Dieu et des ancêtres, assure la protection de la biodiversité et réalise en vérité l'écologie humaine, aujourd'hui menacée. Ainsi, nous ne pouvons demeurer dans l'apathie qui rend chacun comme étranger à la destinée de tous les autres et jusqu'à leur ôter entièrement le trouble de pensée et la peine de vivre, prophétisé au régime démocratique par Alexis de Tocqueville, ou dans la même apathie qu'observait Václav Havel, cette fois sous les régimes totalitaires, où nous pouvons nous abandonner au cycle de maladies endémiques, ni confier nos intérêts propres, dont la préoccupation constitue généralement la stabilité la plus sûre, penser à ses intérêts. Nous devons laisser cela confier à la seule main invisible, laisser faire, en oubliant qu'entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et l'intervention qui libère, et demeurer dans une inaction climatique, dont le coût n'est pas seulement économique. Au total, l'humanité ne peut, sans carence fautive, devant ses désagrégations et ses risques, laisser se défaire son lien avec la nature. Elle ne saurait
ni laisser l'hypertrophie de la nature, non régulée, la contraindre à l'errance migratoire, ni sans contradiction la soumettre à la tyrannie des besoins et à la crématistique, à la quête indéfinie de l'avoir au détriment de l'être. En prélevant des fruits, ces fruits, des arbres, des poissons, à un rythme supérieur à celui de leur croissance ou de leur reproduction, et les ressources de ces entrailles en rejetant dans l'atmosphère plus de carbone que les forêts et les océans n'en peuvent absorber, en l'encombrant de déchets inassimilables. Car en s'acharnant à l'exploiter comme les autres humains, suivant l'hubris d'une maîtrise à court terme, son intrusion aboutirait, je cite Vittorio Hösle, au triomphe d'une subjectivité devenue aussi inerte que le monde dévasté de la nature sur lequel elle serait parvenue à exercer son hégémonie. Cette ingérence, blessant la nature et l'humain par la méconnaissance de leur altérité en son unité interactive, provoque dans l'écologie globale des déséquilibres qui entraînent des pertes et préjudices irréversibles et permanents, comme le formule l'accord de Paris, par les différents ministères de l'éducation, dans l'ensemble des programmes de toutes les disciplines, des sciences, de littérature, d'art, d'économie, etc. Ceci se négocie, ça se négocie entre États. Deuxièmement, pour que le droit entérine ou conduise l'évolution des mentalités par des ententes, à travers des cadres régulateurs, qu'une politique mondiale ayant autorité, aujourd'hui l'ONU, fasse passer de l'accord reconnu comme jus cogens à des institutions, certes en restreignant un peu la souveraineté des États récalcitrants, mais on peut faire confiance à ce que certains appellent la force imaginative du droit, et que les États inscrivent dans leur constitution le principe de protection de l'environnement. Que des institutions internationales, et je rejoins la proposition de Vittorio Hösle, disposent d'un réel pouvoir coercitif, suivant lequel précisément on reconnaisse à la norme impérative un pouvoir effectif. Et les juristes préciseront si la responsabilité d'un État qui viole ses engagements pourrait être évoquée devant une juridiction de cet État lui-même, ou bien devant la Cour internationale de justice des Nations Unies. Quatrièmement, ces règles impératives qui s'appliquent à la préservation du milieu naturel ne pourraient-elles pas être considérées comme des normes à des fins humanitaires, au nom du caractère impératif des normes de droit international pour la protection de la personne humaine, par référence aux conventions de Genève. Et aussi, cinquièmement, une mesure de pratique, tout à fait pratique, diplomatique. À l'occasion de toute négociation internationale, bilatérale, multilatérale, concernant d'autres sujets économiques, commerciaux, sécuritaires, la question du respect de l'accord de Paris pourrait être évoquée discrètement ou officiellement, avec ou sans journalistes, comme on le fait, comme le font nos États pour les questions relatives aux droits de l'homme. On évoque ces questions-là dans un coin, encore une fois sans journaliste, ou bien officiellement et en veillant à ce que cela soit bien entendu et répété. Eh bien, pourquoi ne le ferait-on pas pour les questions relatives au respect de l'environnement, à la prise en compte de ces questions. Bien entendu, c'est toujours délicat à faire, et cette universalité est à faire reconnaître dans un monde multipolaire où ces exigences pourtant communes se traduisent dans des expériences politiques hétérogènes. Mais c'est la diplomatie multilatérale qui peut tenir ce rôle par des propositions, d'explications, discussions, tractations, échanges, promesses, recommandations, voire même dissuasions, qui cherchent à faire reconnaître ainsi l'universel dans le particulier et à faire admettre aux plus réticents, à tous si c'est possible, cette norme comme une norme de jus cogens, y compris ou d'abord dans le multilatéral régional. L'Europe, l'Union africaine, américaine, l'ASEAN.
C'est l'œuvre de la négociation permanente théorisée depuis le milieu du XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, négocier sans cesse, ouvertement et secrètement, en tout lieu, encore même qu'on n'en reçoive pas un fruit présent, et que celui qu'on en peut attendre à l'avenir ne soit pas apparent, c'est une chose nécessaire pour le bien des États. Certes, les relations internationales ne peuvent accéder à une valeur péremptoire que dans une union universelle des États, comme l'observait Kant, mais précisément, n'est-ce pas à cette union que contribue aujourd'hui l'accord dont nous parlons, selon une approche continue de ce but? Et si on la présente comme fondée sur le devoir, et en même temps comme l'intérêt de chacun dans l'intérêt universel, cela reconduit bien chacun à sa responsabilité propre. Alors je conclus. Trouverons-nous dans ce colloque, ici à l'Université Laval, qui est comme une sentinelle du Nord, des motifs d'être raisonnablement optimistes, non pas sur la situation, mais sur la convergence des volontés encouragées? L'avenir est sombre, mais rien n'est perdu, ou, comme disait Paul Claudel, diplomate et poète français, le pire n'est jamais tout à fait sûr. Et sans nous laisser démobiliser par les annonces autoréalisatrices ou le renvoi de décisions au lendemain qui conforterait notre déploration. L'avenir de l'humanité reste indéterminé parce qu'il dépend d'elle, sans cesse, de se réapproprier la nécessité en orientant son esprit d'invention, comme le font les chercheurs, comme le font les responsables politiques les plus responsables, afin d'assurer la dignité dans la sécurité. Nos générations commencent alors, avec cette conscience, une ère responsable, en écoutant la sagesse et la spiritualité des autochtones, et grâce à la diplomatie multilatérale et à l'usage de notre savoir-faire, elles sont capables d'ouvrir pour notre maison commune l'espérance d'une réconciliation de l'humain et de la nature, en concourant ici à l'Université Laval à l'enfantement d'un nouveau monde. Je vous remercie. Et des menaces pour la sécurité dans un environnement géopolitique incertain. Ces menaces inquiètent nos générations, préoccupées, article 8.4, dans leur désir de survie et de survivance. Enfin, l'imprévisible de la nature et dans les relations internationales nous rappelle nos limites. Certes, nous savons développer la prévention et l'alerte rapide, selon les recommandations de l'ONU, mais nous ne parvenons pas toujours à prévoir les tsunamis et autres manifestations naturelles. Et pas non plus, et pas davantage, l'implosion d'un empire, l'éclosion de mouvements politiques printaniers ou des attentats meurtriers. Cette difficulté à anticiper nous rappelle l'humilité devant la nature et l'altérité et nous renvoie à notre perfectibilité, non pas pour dominer la nature comme l'autre humain, mais pour reconnaître l'autre en ses aspirations et ses besoins, dans un monde en devenir dont les interactions appellent la diplomatie multilatérale. Ainsi, la reconnaissance de l'altérité et des effets de ces interactions humaines dans l'écologie globale, expression du pape François, est-elle la condition nécessaire du succès de nos entreprises? Il n'y a pas de politique qui vaille, nous le savons, en dehors des réalités, des forces profondes géopolitiques et historiques et des interactions humaines avec la nature. Cependant, cette nécessaire reconnaissance de l'autre reste insuffisante devant l'urgence et elle exige l'action. Elle exige ce que le texte de l'accord de Paris désigne comme une riposte mondiale efficace et progressive, article 2.1, devant les effets des changements climatiques. Deuxième partie, cette riposte mondiale appelle une intervention impérative et mesurée. D'abord, paradoxalement, les prophéties répétées de la catastrophe écologique, comme celle du choc des civilisations peut-être, risquent de démobiliser l'opinion ou de provoquer une réaction émotionnelle de retrait
voire un effet autoréalisateur devant l'inéluctable, en soulignant les échecs de nos relations à la nature, la dévastation du paysage, ce visage de la nature. Elle repose sur une conception de la civilisation comme donnée immobile, alors que la civilisation est un processus énergeia, un dynamisme, et par différence, un dynamisme dans lequel nous pouvons agir et nous avons à agir. Et par différence, le dialogue des cultures, la diplomatie, la négociation développent cette attention dont nous sommes capables, puisque nous avons toujours un mouvement pour aller plus loin, selon l'expression de Malebranche, et nous pouvons entretenir un dynamisme inventif de solutions et l'esprit de veille, notamment en développant l'éducation qui la transmet et le sens de la souveraineté qui la définit. L'éducation, mission politique essentielle, et l'information, première fonction diplomatique, ouvrent à la reconnaissance de l'autre et de la nature en leurs interactions évolutives et sensibilisent les esprits à veiller à l'intégrité de tous les écosystèmes et la protection de la biodiversité, selon le préambule de l'accord de Paris. L'éducation suscite le désir de protéger et elle transmet les mémoires avant de construire l'histoire. C'est avec elle que se préparent les semences de la paix, selon le statut de l'UNESCO, en substituant la recherche de l'union avec la nature et entre les pays au repli sur l'intérêt individuel et à court terme, aveugle au devenir et drapé dans la revendication de sa propre souveraineté. Le principe de la souveraineté, de son côté, fondement des relations internationales, appelle une réévaluation. En effet, certains le confisquent en se retranchant derrière ses murailles, en prétextant que Charbonnier, c'est le cas de le dire, est maître chez lui, y compris lorsqu'il s'agit d'un pouvoir de laisser faire et de tout réduire au court terme. Or, la souveraineté consiste pour chacun, suivant les responsabilités qu'il revendique, à protéger ses propres membres et à veiller sur la nature qui les fait vivre. Nul n'étant fondé à laisser exterminer une partie de son peuple, à détourner un fleuve qui traverse ses frontières, le Nil ou le Mékong, ou à détruire la forêt protectrice, aller jusqu'au bout de son pouvoir en négligeant ses conséquences. Si un État n'est pas capable d'exercer cette protection, il déroge de son statut. Alors les conséquences de son incapacité dépassant son propre champ clos appellent l'intervention de la société internationale pour l'aider à rétablir l'état de droit qu'il n'avait pu ou voulu maintenir, ou la conduite qui ne nuit pas à l'ensemble. La responsabilité de protéger, à travers le Conseil de sécurité, vise à renforcer ainsi sa souveraineté défaillante à l'égard de son peuple et de l'ensemble de la société internationale. Aujourd'hui, une souveraineté totale, déjà limitée par la mondialisation, n'est pas plus pensable que l'indifférence. Mais la portée prophétique de la souveraineté éclaire en revanche le champ illimité de la responsabilité de chacun de protéger son peuple, sa survivance, ses cultures, sa valeur, sa langue, ses conditions de vie avec la nature. Elle approfondit ainsi le sens de ce qui dépend de lui, en évitant l'ingérence indiscrète et l'indifférence coupable. Or, l'approfondissement du sens de la souveraineté et de l'éducation comme éveil et transmission des valeurs communes, selon l'expression de Fernand Dumont, prend le temps de la maturation, même des générations, tandis que pendant ce temps-là, l'urgence appelle, et l'intervention ne saurait attendre lorsque la maison brûle. La charte de l'ONU, chapitre 7, prévoyait déjà l'intervention pour le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Selon l'accord de Paris, une coopération active fournit des technologies, aide à l'invention des énergies renouvelables, prévoit des allocations de ressources aux plus démunis atteints par les effets des émissions de gaz, sur le mode de la subsidiarité, et suivant la logique ultime de se rendre inutile. La bonne aide, c'est elle qui cherche à se rendre inutile. Cette coopération se fonde sur la solidarité humaine
de même que dans la nature, la chaîne de solidarité relie les vivants, qui y ont chacun un rôle. Elle appelle l'examen de la justice climatique évoquée par l'accord, article 7.2, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, article 2, en reconnaissant comme une dette sociale envers les populations des pays qui en ont besoin, article 8, pour œuvrer à l'objectif commun et qui en sont diversement menacés. Mais ceci avec une grande prudence et en tenant compte des préoccupations spécifiques des pays qu'on appelle en voie de développement, comme si nous n'étions pas tous en voie de développement, car c'est un accord entre des partenaires hétérogènes en situation évolutive, et ceci afin d'éviter de fragiliser leur équilibre, où l'urgence de réduire les émissions de gaz nocifs se conjugue avec la poursuite du développement, car tout interagit et se rééquilibre par l'attention. Ici, comme en médecine et en diplomatie, le premier précepte reste d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire. Une intervention opportune et mesurée selon l'interlocuteur, calibrée suivant l'objet, jointe à des incitations aux modifications d'orientation budgétaire, afin d'éviter des interactions aux effets incontrôlables. L'accord reconnaît ainsi, je cite, des responsabilités communes mais différenciées, article 22, et des capacités respectives des États dans des contextes nationaux différents. Il s'agit de renforcer, je répète, la riposte mondiale efficace et appropriée afin d'accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz, mais chacun demeure responsable de son propre niveau d'émission. Cela nécessite d'abord d'éviter diplomatiquement le piège, un piège redoutable, celui d'une remise en question de l'accord, suivant l'alternance des dirigeants politiques ou selon les fluctuations d'opinion publique sensibles à des rhétoriques comme la rhétorique sceptique. La continuité de l'État exige que chacun respecte ses promesses, suivant le principe pacta sunt servanda. Les traités, les ententes doivent être respectées, condition des liens de confiance entre cités, c'est bien le minimum, et parce que les promesses fixent l'avenir dans une continuité, ce qui est la seule façon de parer à l'imprévisibilité du futur. Alors, suivant la vision de l'intérêt universel, doublement élargie à l'ensemble de la planète et au long terme, l'action à entreprendre, qui suppose la conviction des responsables politiques, appelle des mesures institutionnelles qui établissent une obligation impérative. Très bref rappel historique. Après le droit romain qui posait la supériorité de la loi sur les conventions, au XVIe siècle, Francisco de Vitoria montrait que le droit des gens ne tire pas seulement sa force de la convention passée entre les hommes, mais qu'il a force de loi. D'où il résulte que pêchent mortellement ceux qui violent ces règles en matière grave, car il est porté par l'autorité du monde entier, Orbis, et il s'impose donc entre les humains. Cette ouverture du regard à l'horizon planétaire, confirmée par Grotius, annonce l'objectif de l'ONU de restaurer la paix et la sécurité internationale, où le devoir humanitaire de secourir ne se sépare pas de l'exigence sécuritaire de protéger, ce qui fait voir combien les effets des perturbations climatiques portent aujourd'hui des enjeux qui concernent l'un et l'autre et qui appellent des mesures assurant cette protection et cette sécurité. La Charte des Nations Unies contient déjà des normes obligatoires qui prévalent sur celles de tout autre accord international avant même les deux pactes de 1966. Mais c'est la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités qui précise un droit contraignant, un jus cogens, peremptory norm. Sinon, des États pourraient convenir de déroger à une norme faisant le caractère obligatoire d'un traité. Et ce jus cogens est défini dans l'article 53 comme une norme impérative du droit international général acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme ayant le même caractère. Or, cette norme impérative
qui interdit toute dérogation, qui est d'exécution inexorable et oblige absolument, s'applique ici à la sauvegarde de l'intégrité et de l'intégralité de l'ensemble humain et naturel devant le changement climatique, car il s'agit du droit à la survie de l'humanité qui ne souffre aucune dérogation. Ce droit à la vie, reconnu internationalement, oblige impérativement. Que peut-on désigner en effet de plus universel que le soin de l'air que tous respirent et les conséquences du réchauffement climatique? Nul ne saurait le nier, sans contradiction ni mise hors la loi, sans s'exclure lui-même de l'humanité qui le définit comme l'un de ses membres, ni se soustraire aux engagements qui protègent l'intérêt universel et qui intègrent les intérêts individuels des États. Il ne s'agit rien moins que de la reconnaissance par tous de la valeur inestimable de l'être humain, de sa dignité en son lien à la nature, comme de l'imprescriptibilité des droits de l'homme dans les respects de la norme reconnue comme telle par l'ensemble des États. Alors certes, demeurent des incertitudes, des freins. On dira que le juge est partie prenante, que des conflits d'interprétation des phénomènes, qu'il y a des conflits d'interprétation de phénomènes, où le rationnel dispute aux intérêts particuliers, que dans les instances représentatives, dans les coulisses du monde, à l'ONU et ailleurs, on pèse laborieusement avec une balance des conditions et des précautions dans une réciprocité inégale, et que tout ceci, et c'est inévitable, et que tout ceci freine le rythme des décisions. Ou encore, on soulignera l'écart entre l'engagement des nations et l'action, qui demeure sans institution de contrôle et de régulation des mesures pour assurer leur mise en œuvre. Car si l'accord de Paris oblige moralement et juridiquement comme traité les parties à annoncer maintenant et à donner demain leur contribution, à prendre des mesures pour atteindre leur objectif, cependant il ne prévoit ni répartition précise, ni mécanisme de sanction. Il reste, selon ces termes, non accusatoire et non punitif, et le comité d'experts de suivi, article 15, facilite sa mise en œuvre, accompagne les États, mais sans sanctionner leur manque, et aucune cour pénale internationale ne statue sur un préjudice ou des réparations planétaires selon des paramètres géoclimatiques. La seule contrainte relèverait de l'opinion publique nationale, internationale, qui approuve, qui sait s'indigner, ou encore de mesures diplomatiques plus discrètes, conjuguant des échanges avec la persuasion, voire avec des mesures de réduction de représentation ou encore d'isolement des récalcitrants. Ou encore on dira que des réglementations impératives ne suffiront probablement pas à transformer de manière durable les esprits et que la conviction progressive attendue de l'éducation ne serait opératoire que par des mesures qui la supposent. Que toutes les nations n'ont pas le même sens de l'urgence compte tenu de leur situation, que le partage inégal des sources d'émissions de gaz relève d'une diplomatie multilatérale complexe, d'une justice climatique difficile à préciser comme on l'a vu. C'est pourquoi on pourrait être tenté de considérer cet historique accord de 2015 comme un pari vertueux, sur le bon exemple, l'effet d'entraînement du dialogue, de l'éducation, de l'approfondissement de la souveraineté, et compter sur la conversion de la dynamique planétaire pour réaliser le changement évoqué au rythme de génération. Mais ces scrupules se dissipent devant les ententes et l'agenda et l'urgence, qui nécessitent des institutions qui les soutiennent et qui les traduisent, que notre temps peut décider. Quelques pistes, quelques modestes pistes. L'éducation, premièrement, l'éducation, œuvrant à la formation d'une conscience commune qui joigne l'incitation personnelle, le compelle intrare de Saint-Augustin, si on veut faire un clin d'œil, avec l'appel au raisonnable de la loi, car l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, sans crainte ni soumission, et que l'intériorisation par l'éducation naturalise en spontanéité de respect de l'autre et de la nature. Concrètement, en assurant dans l'ensemble des États, qui sont tous concernés, la présentation de ces préoccupations par les différents ministères de l'éducation, dans l'ensemble des programmes de toutes les disciplines, de sciences, de littérature, d'art,
d'économie, etc. Ceci se négocie, ça se négocie entre États. Deuxièmement, pour que le droit entérine ou conduise l'évolution des mentalités par des ententes, à travers des cadres régulateurs, qu'une politique mondiale ayant autorité, aujourd'hui l'ONU, fasse passer de l'accord reconnu comme jus cogens à des institutions, certes en restreignant un peu la souveraineté des États récalcitrants, mais on peut faire confiance à ce que certains appellent la force imaginative du droit, et que les États inscrivent dans leur constitution le principe de protection de l'environnement. Que des institutions internationales, et je rejoins la proposition de Vittorio Hösle, disposent d'un réel pouvoir coercitif, suivant lequel précisément on reconnaisse à la norme impérative un pouvoir effectif. Et les juristes préciseront si la responsabilité d'un État qui viole ses engagements pourrait être évoquée devant une juridiction de cet État lui-même, ou bien devant la Cour internationale de justice des Nations Unies. Quatrièmement, ces règles impératives qui s'appliquent à la préservation du milieu naturel ne pourraient-elles pas être considérées comme des normes à des fins humanitaires, au nom du caractère impératif des normes de droit international pour la protection de la personne humaine, par référence aux conventions de Genève. Et aussi, cinquièmement, une mesure de pratique, tout à fait pratique, diplomatique. À l'occasion de toute négociation internationale, bilatérale, multilatérale, concernant d'autres sujets économiques, commerciaux, sécuritaires, la question du respect de l'accord de Paris pourrait être évoquée discrètement ou officiellement, avec ou sans journaliste, comme on le fait, comme le font nos États pour les questions relatives aux droits de l'homme. On évoque ces questions-là dans un coin, encore une fois sans journaliste, ou bien officiellement et en veillant à ce que cela soit bien entendu et répété. Eh bien, pourquoi ne le ferait-on pas pour les questions relatives au respect de l'environnement, à la prise en compte de ces questions. Bien entendu, c'est toujours délicat à faire, et cette universalité est à faire reconnaître dans un monde multipolaire où ces exigences pourtant communes se traduisent dans des expériences politiques hétérogènes. Mais c'est la diplomatie multilatérale qui peut tenir ce rôle par des propositions, d'explications, discussions, tractations, échanges, promesses, recommandations, voire même dissuasions, qui cherchent à faire reconnaître ainsi l'universel dans le particulier et à faire admettre aux plus réticents, à tous si c'est possible, cette norme comme une norme de jus cogens, y compris ou d'abord dans le multilatéral régional. L'Europe, l'Union africaine, américaine, l'ASEAN. C'est l'œuvre de la négociation permanente théorisée depuis le milieu du XVIIe siècle par le cardinal de Richelieu, négociée sans cesse, ouvertement et secrètement, en tout lieu, encore même qu'on n'en reçoive pas un fruit présent, et que celui qu'on en peut attendre à l'avenir ne soit pas apparent, c'est une chose nécessaire pour le bien des États. Certes, les relations internationales ne peuvent accéder à une valeur péremptoire que dans une union universelle des États, comme l'observait Kant, mais précisément, n'est-ce pas à cette union que contribue aujourd'hui l'accord dont nous parlons, selon une approche continue de ce but? Et si on la présente comme fondée sur le devoir, et en même temps comme l'intérêt de chacun dans l'intérêt universel, cela reconduit bien chacun à sa responsabilité propre. Alors je conclus. Trouverons-nous dans ce colloque, ici à l'Université Laval, qui est comme une sentinelle du Nord, des motifs d'être raisonnablement optimistes, non pas sur la situation, mais sur la convergence des volontés encouragées. L'avenir est sombre, mais rien n'est perdu, ou, comme disait Paul Claudel, diplomate et poète français, le pire n'est jamais tout à fait sûr. Et sans nous laisser démobiliser par les annonces auto-réalisatrices ou le renvoi de décisions au lendemain qui conforterait notre déploration.
L'avenir de l'humanité reste indéterminé parce qu'il dépend d'elle, sans cesse, de se réapproprier la nécessité en orientant son esprit d'invention, comme le font les chercheurs, comme le font les responsables politiques les plus responsables, afin d'assurer la dignité dans la sécurité. Nos générations commencent alors, avec cette conscience, une ère responsable, en écoutant la sagesse et la spiritualité des autochtones, et grâce à la diplomatie multilatérale et à l'usage de notre savoir-faire, elles sont capables d'ouvrir pour notre maison commune l'espérance d'une réconciliation de l'humain et de la nature, en concourant ici à l'Université Laval à l'enfantement d'un nouveau monde. Je vous remercie.